Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu autour des épisodes de 4, 5, 6, en tout cas les épisodes de cette semaine de Andor saison 2. Moi, je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de transmettre un petit peu, parler un petit peu, papoter un petit peu de ma passion. Donc Andor cette semaine, très compliqué à expliquer parce que petit rectificatif, je crois que j'ai mis de l'eau dans mon vin depuis la semaine dernière. Bah, j'explique ça parce que la semaine dernière, j'avais fait tout un pataquès sur euh, pourquoi est-ce que la série s'appelle Andor alors que la série, là en ce moment, s'intéresse à d'autres personnages que Andor. Tout bonnement, il faut que je le vois la série d'une manière plus ambitieuse, je pense. Oui, les auteurs Tony Gilroy, le créateur, a des velléités de faire une série très ambitieuse. Ah, alors moi j'ai pensé à Game of Thrones. Oui, je ne dis pas que Andor là en ce moment ça ressemble à Game of Thrones, je parle de la structure. L'angle dont je veux parler là, c'est simplement que on ne suit pas 100% Andor son chemin pour qui va l'amener à participer à des grandes étapes, à des moments clés de la rébellion. C'est qu'Andor en fait, là pour le moment, c'est là où je mets de l'eau dans mon vin, c'est que ça va raconter plus largement l'histoire de la rébellion dans son sens général. Grosso modo, la saison 1, ce que j'avais apprécié, c'est que l'on voit Cassian se faire embrigader dans la rébellion et participer à des missions qui vont faire de lui un rebelle actif, alors qu'au début c'était simplement le Kidam, quoi, quelqu'un qui sa vie. Alors que là, dans la saison 2, ça a l'air plus intéressant. C'est ce que j'avais déjà repéré, qui pour moi était un frein la semaine dernière, mais qui là prend une proportion plus palpable, je dirais. C'est grosso modo, cette semaine, on voit les agissements de la rébellion, enfin, c'est ce qui se passe sur plusieurs fronts de la rébellion, qui devrait amener à voir la rébellion regroupée, se rassembler. On a l'impression que, l'air de rien, le cadre général, la peinture globale se reconstitue. C'est un petit peu ça mon problème cette semaine, c'est que je ne peux pas résumer de façon succincte les 3 épisodes de cette semaine, parce que en fait, il y a trop de choses qui se passent, et le fil rouge se constitue. Ah, c'est pour ça que je parle de Game of Thrones. Game of Thrones avait absolument, à mes yeux, le même défaut. C'est trop riche, en fait, ce qui fait que si on s'attache à un ou deux personnages, oui, c'est un petit peu ça mon problème avec Game of Thrones, c'est que je m'attachais à un ou deux personnages, et puis dès que ça s'attachait à d'autres personnages, ce que les fans adoraient, c'était justement la pâture globale, et moi, c'était juste un ou deux protagonistes. On zappait pas mal de choses. Disons que pour être plus clair, dans Game of Thrones, chaque épisode racontait ce qui se passait sur plusieurs fronts, comme Andor là, et il fallait plusieurs saisons pour commencer à saisir l'histoire globale. Oui, parce que pour résumer le truc sur Game of Thrones, alors Game of Thrones, moi je résume ça comme ça. Avec Game of Thrones, il faut bien comprendre qu'on est dans une sorte d'univers un petit peu moyenâgeux. On s'intéresse à des personnages, à une multitude de personnages qui ne se côtoient pas au premier abord, mais c'est surtout le cadre de Game of Thrones qui fait son charme. Dans un cadre moyenâgeux réaliste. Les intrigues se focalisant sur des complots politico-politiciens dans les coulisses, sur des rapports de force entre plusieurs royaumes. Et la magie dans tout ça, si mes souvenirs sont bons, on comprend que la magie existe dans cet univers, mais uniquement à la fin de la première saison. Je ne sais pas si je peux appeler ça un spoiler. Et le charme de Game of Thrones, c'est pour moi en cela que Game of Thrones c'est intéressant, c'est que le charme du truc, c'est que de plus en plus de personnes basculent, enfin que les croyances basculent, que les personnages ouvrent les yeux pour se rendre compte que ils vivent dans un univers où le surnaturel existe et qu'il constitue une menace bien plus grande que les intrigues politico-politiciennes qu'ils ont à gérer en temps normal. C'est ça mon point de vue des Game of Thrones. Je suis un petit peu mitigé sur cette série-là, cet exemple-là, simplement parce que moi, j'ai pas accroché des masses, mais je peux comprendre parfaitement que écriture, mise en scène, visuel, la photographie, l'acting, les personnages, que cette série ait fait école. Et pour citer Game of Thrones là, c'est parce que l'écriture en fait m'a fait penser à ça.
On voit l'action de la rébellion sur différents plans. On voit des groupes de rebelles organiser, exécuter des missions. On voit Mon Mothma qui est encore à fréquenter, côtoyer le côté mondain de la Haute République et se doute que c'est en train de basculer. On ne sait pas encore à quel moment c'est irréversible, mais on voit ça, on le ressent en fait. Et on voit à d'autres moments le milieu de l'Empire, en fait, les coulisses en fait du côté administratif de l'Empire. Ouais, je crois que je peux lire sans spoiler. Et on voit qu'est-ce qui se passe, en fait, qu'est-ce que ressentent les apprentis généraux. Je ne sais pas trop quel poste ils occupent, mais en tout cas ceux qui s'occupent du versant administratif de l'Empire. Donc on voit en fait des événements se passer sur différents fronts comme ça. Ce qui fait qu'il y a une petite galerie de personnages qui, sans côtoyer ouvertement Cassian d'Or, ont de l'impact sur la vie de Cassian. Oui, parce que Cassian, il est lui-même pas négligé. Il a une certaine mission, il voit en fait des événements se produire. Donc, à la limite, c'est peut-être ça l'intérêt de cette seconde saison, c'est de voir lui en fait assister à tout ça. Ou en tout cas apprendre que ça a eu lieu. Et donc, qu'est-ce que lui ressent, qu'est-ce qu'il en déduit. Si je suis mi-figue, mi-raisin sur cette saison 2-là, encore que je le suis un petit peu moins cette semaine, c'est parce que mes attentes premières, c'est de voir une série sur Cassian d'Or. Très simple, dans la même lignée que la première saison. Or là, ça a d'autres ambitions. J'aurais dû m'en douter parce que les intentions initiales qui ont été affichées, c'est de faire de cette série découpée en 4 parties, et chaque partie ressemblerait à un téléfilm. Chaque partie, en fait, l'aventure que l'on a là se déroule, je crois, un an après la première, donc celle de la semaine dernière, et forme vraiment une aventure complète. C'est la position de Cassian Andor, d'entre deux personnages principaux sur cette aventure-là, qui, moi, me laisse mitigé. Mais je peux très bien comprendre que la nature même de l'aventure, de la mission qui nous est montrée là, Cassian, vu le rôle qu'il aura plus tard, doit être extérieur. Donc là, la problématique des scénaristes, c'est d'essayer d'intégrer l'aventure dans le cheminement, enfin, dans le... Oui, dans le cheminement, ça me paraissait juste, de Cassian. Spoiler commence à évoquer Yelvin, la bataille de Yelvin. Alors, pour les fans de Star Wars, cette bataille de Yelvin a une position chronologique clé. Bah, c'est la première bataille que l'on voit dans Star Wars, enfin dans l'épisode de 77. Donc, premier film, quatrième épisode, c'est le premier film sorti en 77. Le premier film où on découvre donc Luke, Leia, Solo, ok. Donc la bataille de Yelvin, c'est la bataille que l'on voit à la fin. C'est la bataille à côté de l'astre Yelvin, je crois. Et on commence à causer de ça. Et là, dernière, j'ai l'impression que Andor, cette saison 2, va corriger ce qui manque en fait à la franchise Star Wars. C'est-à-dire que on comprend mieux ce qui s'est passé lors de cette bataille, parce que c'était très survolé. C'était juste, pour nous, c'est, en tant que spectateur, la bataille de Yavin, c'est le machin, c'est la bataille qui a lieu et où émerge, pour une fois, Luke Skywalker. On prend ça en cause parce que c'est la bataille qui est décisive. C'est là où émerge Luke Skywalker, c'est la bataille où la rébellion va prendre confiance en elle, pour de bon, et devenir un élément clé dans l'histoire de la galaxie. Enfin, j'ai l'impression d'utiliser des grands mots quand je dis ça. C'est le moment où la rébellion reprend le poil de la bête, se dit que on peut réussir en fait. D'où le cinquième, l'Empire contre-attaque, et le retour de Jedi. C'est le moment où vraiment, c'est où tout le monde, ceux qui sont dubitatifs, mitigés sur la tentative de la rébellion, ben, c'est ce moment-là où ça va vraiment s'unir pour de bon. Ok, ok, ils peuvent le faire. C'est un moment qui manque en fait aussi bien dans les films que dans les séries. Et j'ai l'impression qu'Andorre va corriger ça. J'ai l'impression, c'est juste une impression que j'ai. Donc pour moi, je vais finir sur ça, sur ces les épisodes 4, 5, 6 là. Pour moi, ils sont cruciaux dans le sens où ça commence à décrire un élément fondamental, la bataille de Yelvin. On commence à l'évoquer dès le truc d'intro. On commence aussi à avoir un sentiment de c'est bon, c'est la résistance pour de vrai. On commence à voir émerger ça, je crois que je vais en parler plus en profondeur dans les épisodes suivants, parce que là on commence à avoir un petit sentiment de des Sith commencent à prendre position, ils sont confrontés eux-mêmes aux conséquences de l'Empire au pouvoir, qu'est-ce que ça donne, tout ça.
Pour la France, c'est un petit peu le retour à l'époque de la licence française. Ce qui n'est pas gratuit, vu que Star Wars l'Empire, c'est l'image nazie. Hein. Donc pour moi, c'était du très bon, et je commence à vraiment être embarqué dedans, alors que la semaine dernière, j'étais un petit peu mi-film mi-raisin, je crois que ça s'est un petit peu vu, j'ai un petit peu senti quand je me revois. Et là, c'est, ah bah non, là, je commence à accrocher, là, vraiment, c'est les épisodes 5 et 6. Alors même si j'ai senti un petit peu de rythme lancinant, parce que je sais pas trop où voulaient en venir les épisodes, il n'y a pas autant d'action que la première saison. Et la première saison, c'est très codé, c'est très structuré en forme de... voilà, on obéit au code des films et des aventures à la Seconde Guerre mondiale. Donc je voyais où ça allait, et pour moi, ça traçait. Là, non, c'est pas trop. Et en tout cas, c'est quelque chose qui m'est un petit peu inconnu. Donc voilà, je sentais le temps passer. Mais c'était vachement intéressant parce que les personnages ont des trucs à raconter. Même le... Ah, je vais éviter de spoiler. Même des personnages random qui sont des euh, premières apparitions. Même eux, en fait, je pense à des résistants par exemple. Même eux, j'ai accroché quoi. Il y a des trucs qui se passent et où j'étais touché. Même si j'arrive pas trop à comprendre. Des trucs que ça me marquait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Andorre saison 2, épisode 4, 5, 6. Très bon segment. Là, vraiment, je comprends en fait la petite hype qui commence à émerger sur cette deuxième saison-là. Je commence à comprendre pourquoi il y en a qui sont fans. C'est que moi, tout bonnement, je pensais que, ok, donc ce sont les fans de Game of Thrones, ils retrouvent leur. Ce qui fait pour eux une série doit être bonne, ils retrouvent en fait tous les éléments, tous les codes en fait qui pour eux sont de qualité. Moi, c'est pas mon cas, mais je vais pas déligrer. Là, parce que là, je comprends le délire, en fait, là, je commence à rentrer dedans. Donc voilà, ce sera tout pour moi, pour donc Andorre saison 2, épisode 4, 5, 6. Bon, bah, bonne journée à tous, à plus!